Sur cet épisode, Carlos a oublié d'activer son micro. Excusez-nous pour la qualité d'écoute qui risque d'être assez médiocre. Ne lui en voulez pas, il est en pleine période d'andropause. Bonne émission à tous. Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de Doctolib qui vient de se prendre une amende de 4,6 millions d'euros pour abus de position dominante. Derrière cette amende, on découvre un système à bout de souffle qui a vécu au crochet de l'État et qui joue avec nos données. On demandera à Charlie Perrault de nous faire un point sur cette histoire. Les data centers IA de Microsoft et Google assoiffent la planète. La Silicon Valley abandonne ses promesses climatiques. Village sans eau, coupure de courant à répétition, data center qui tourne au diesel. Les masques tombent. On posera la question à Damien Douani si l'IA verte, c'était du bullshit depuis le début. Et puis on parle du projet Suncatcher. Google veut mettre ses data centers en orbite parce qu'il n'y a plus d'électricité sur Terre. Face aux limites planétaires et à la course contre la Chine, on demandera à Angie Ismail si la Silicon Valley va gagner la bataille de l'espace. Bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech picante en direct de San Francisco. L'émission commence maintenant. Merci d'écouter Silicon Carnet, que ce soit sur YouTube ou en podcast, vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous aimez l'émission, pensez à vous abonner. C'est vraiment ce qui fait la différence. Sérieux, on est à 25 000 abonnés, bon c'est top, hein, mais enfin moi je pense que je mérite d'être à 100 000 quoi, merde. 25 000, it's not enough. Not enough. Donc je sais pas ce que vous foutez, appuyez, abonnez-vous, ça se passe là en dessous. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez rejoindre l'Hacienda, ça se passe sur Substack, vous aurez les épisodes en avant-première, mes notes complètes, et vous pouvez discuter en privé sur WhatsApp avec moi et les autres auditeurs de Silicon Carnet et participer à nos événements sur Paris. C'est grâce à cet abonnement que l'émission existe, donc merci à tous ceux qui en font déjà partie. Le lien est dans la description. Silicon Carnet, c'est mercredi et samedi à 8h30 pour accompagner votre commute ou vos croissants du week-end. Go yourself. Bon, cette semaine, on parle de Doctolib, le champion national français de la santé digitale, qui vient de faire une découverte. Quand tu perds 600 millions d'euros avec de l'argent public dedans pour construire un monopole, que tu te fais pincer parce que tu as verrouillé le marché avec des clauses illégales et que tes données de santé dorment chez Amazon, ben à la fin, l'État finit par tiquer. On a l'autorité de je sais pas comment ça s'appelle, l'autorité de la concurrence qui vient de leur tomber sur le dos. Effectivement, ils viennent de prendre une prime de 4,6 millions d'euros. Bon, 4,6 millions d'euros quand on a perdu 600, c'est l'épaisseur du trait, ça doit être le budget de timbre chez Doctolib. Mais surtout, on a vu Stanislas Neufchâteau, le CEO, qui tout sourire sur BFM, nous expliquer que enfin, ça y est, Doctolib est rentable depuis quelques semaines. Voilà, après une décennie. Très honnêtement, je ne m'étais jamais posé la question de Doctolib avant, et ça a été, pour moi, ces 600 millions cramés, Charlie, ont été une découverte. Peut-être que je ne lis pas assez les Échos, visiblement, mais je ne savais pas qu'on avait cramé 600 millions sur Doctolib. Bah si, bah parce que peut-être que toi t'es loin, mais Doctolib c'est certainement une des startups les plus connues en France. Si tu demandes à n'importe quel Français dans la rue une startup, t'as quand même, je pense, une chance sur deux qui te cite Doctolib. Déjà depuis quand même pas mal d'années, ça nous a un peu, je pense, les Français qui sont là vont te dire que ça a été d'une utilité dingue, que tu sois à la campagne d'ailleurs ou en ville, hein, c'est pareil. Et en plus le Covid, j'allais oublier cet épisode, dis donc. S'il y avait pas eu Doctolib, je suis désolée, hein, mais on n'aurait pas eu la vaccination qu'on a eu. Enfin, ça a été quand même, ça a été un gros accélérateur pour eux, le Covid. Hein, donc non, c'est pas du tout étonnant. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est une start-up? La question est là, quoi. C'est puisque là, ce dont vous parlez, prendre rendez-vous chez le médecin, organiser la vaccination des Français. Est-ce que c'est pas le rôle de l'État, ça, ou est-ce que ça doit être, est-ce que c'était une start-up de faire ça? Je sais pas. Je pose la question, Damien. En fait, il y a déjà des choses qui existent en France. On a un truc qui s'appelle le DMP. Le dossier médical numérisé, donc géré par la Sécu, mais qui n'a jamais vraiment pris son envol pour plein de raisons. En gros, d'un point de vue marketing, ça a été très mal foutu. D'un point de vue technique, c'est pas parfait, mais ça devait être ça. Et comme tu l'as dit, Charlie, avec le Covid a nécessité des solutions rapides. Et donc, il y avait
des solutions qui étaient déjà intégrées, notamment, enfin qui étaient là, Doctolib en l'occurrence, et qui d'un seul coup a pris le marché parce qu'il n'y avait pas forcément d'alternative, ou il y en avait, mais qui étaient peut-être aussi connues et aussi bien faites. Donc typiquement les hôpitaux, pour prendre rendez-vous aujourd'hui, on intègre un widget, les hôpitaux de Paris, la PHP intègre un widget par exemple Doctolib dedans, et ainsi de suite. Donc en fait, Doctolib est devenu une sorte de système d'exploitation du corps médical. Avec les avantages et les inconvénients, notamment le fait d'avoir une position dominante parce qu'ils ont racheté des concurrents, ils ont bloqué le système, etc. Ils sont très malins là-dessus. Juste pour revenir à ce que tu disais sur le montant de perte, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, et c'est pas une raison de les excuser ou pas, c'est pas ça, c'est juste une grille de lecture, c'est qu'ils ont quand même essayé de s'étendre à l'étranger. Ça n'a pas forcément marché, c'est compliqué, ils ont certainement cramé beaucoup d'argent. L'année dernière, ils ont fait 127 millions de pertes. Alors on n'a pas les chiffres, enfin, il faut regarder le détail du détail, mais c'est évident que on peut se poser des questions, on peut se dire à la fois, est-ce que c'est beaucoup, ou est-ce que quand on regarde un Uber ou un Amazon qui pendant des années a été en négatif aussi, est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je pense que l'enjeu, il est pas là. La question, c'est plutôt, qu'est-ce que cette entreprise a de respectueux envers les données de santé des Français, et c'est là où je suis beaucoup plus mesuré. Justement, je comprends que tu sois mesuré, et t'en avais déjà parlé avec Fabrice Epelboin dans Les éclaireurs du numérique, et là, la Cour des comptes, finalement, vous donne raison, puisqu'elle publie un rapport, ça tombe pile poil, c'était le 31 octobre dernier, qui pose la question qui dérange, c'est qui contrôle vraiment les données de santé de 60 millions de Français? La réponse, personne. Peut-être Amazon, puisque effectivement ces données sont hébergées chez Amazon, mais peut-être aussi le gouvernement américain, parce que via le Cloud Act, Damien, si je comprends bien, l'État américain peut très bien demander à Amazon d'avoir de la visibilité et de récupérer ces informations hébergées chez Amazon, même si elles sont hébergées sur le territoire français. Il y a deux problèmes chez Doctolib. Et puis c'est pas que le problème de Doctolib d'ailleurs, mais on va parler de Doctolib pour l'instant. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est effectivement l'hébergement. Ils sont chez AWS en hébergement dit de santé, HDS. Le problème de ça, c'est qu'il n'est pas Selenium Cloud. Alors, pour expliquer, faire très simple, Selenium Cloud, c'est une certification, on va dire ça comme ça, de l'ANSSI, donc qui gère toute la sécurité informatique en France, et qui dit, en gros, les providers, quels qu'ils soient, français ou américains, qui sont Selenium Cloud, sortent, on va dire, du privilège américain d'extraterritorialité de pouvoir aller puiser des données. C'est pas le cas de l'hébergement choisi par Doctolib. Deuxième élément, ils ont utilisé du Salesforce. Et là, c'est un peu aussi pareil, très, on va dire très obscur, parce qu'on ne sait pas s'ils utilisent du Salesforce pour les données marketing avec les médecins, s'ils l'utilisent pour tout leur système, y compris pour les données de santé des patients. Là-dessus, c'est pas très clair non plus, mais ça veut dire aussi qu'il y a donc deux grosses boîtes américaines qui sont dans la place et sur lesquelles il y a donc possibilité d'aller puiser dans les données ou regarder ce qui s'y passe. Alors, on peut le comprendre quand une startup se lance. Au début, elle a des crédits Amazon, donc elle prend du AWS, elle a Salesforce qui lui a certainement aussi proposé des trucs, comme beaucoup de startups dans le monde et notamment françaises. 600 millions, tu peux pratiquement fabriquer ton infrastructure, 600 millions, je sais pas. Voilà, mais il y a un moment, la question c'est, est-ce que c'est ça, la question c'est à un moment, est-ce que tu te poses la question en tant qu'intermédiaire de santé, tu dis ok, au début on a joué, on était une start-up, maintenant si on veut être respectueux de tout ça, il faut peut-être avoir une infra qui soit à la hauteur. C'est manifestement pas le cas. Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. NJ, cette génération de start-up, la française, là, qu'on a appelé nos champions nationaux, là, qui en fait, pour moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression, en mettant le nez dans Doctolib, que je trouve finalement le patient zéro parfait de ce que je dénonce depuis des années, qui est que toute cette start-up nation dont on parle n'est ni plus ni moins qu'une sorte de numérisation du service public français, très réussi d'ailleurs, parce que vous le dites, effectivement, Doctolib, ça marche. Il y avait un véritable problème et il y a des déserts médicaux. Moi, je suis de Limoges et je peux te dire que trouver un ophtalmo à Limoges, accroche-toi Maurice, quoi. C'est la croix et la bannière. Un dentiste, on y reviendra, mais il semblerait qu'il y ait des solutions qui se dessinent pour les dentistes également. Mais
est-ce que là, on n'est pas face à des startups qui sont appelées des startups et qui sont présentées comme des champions nationaux, qui en fait ne sont des trucs qui ne vivent que sur un monopole avec de l'argent public, visiblement en plus des pratiques un petit peu limites, et qui en plus résident sur, comme le dit Damien, une infrastructure américaine. Et visiblement Doctolib, c'est pas un cas isolé, il y en a plein d'autres, quoi. Est-ce qu'on met pas le doigt là sur un système tout entier qui sont des startups qui vivent perfusées de l'État, de l'argent de l'État, avec un storytelling de startups indépendantes, alors qu'en fait elles n'en sont pas du tout indépendantes. Ouais, moi je suis assez partagé parce que j'adore le service Doctolib. Je trouve que c'est vraiment génial la façon de l'utiliser, etc. Je pense que Doctolib est victime de son succès. En fait, c'est sûr que si tu faisais la même chose dans une autre industrie, tu n'aurais pas besoin de te justifier que tu as dépensé 600 millions pour prendre des rendez-vous, etc. Sachant que il faut quand même se remettre 10 ans en arrière. Et même encore aujourd'hui, quand tu cherches à avoir des spécialistes en France, c'est super compliqué. Donc, en fait, ils sont obligés quand même de construire le last mile entre ton téléphone portable où toi tu veux que tout soit livré dans la minute et tu veux que toute ton expérience soit super rapide parce qu'on est à la génération TikTok, etc. Donc on veut cette expérience. Derrière, tu as des médecins qui sont à des années-lumière de se digitaliser parce qu'ils sont dans les petits villages, parce que ils sont de l'ancienne génération, etc. Et donc tu dois construire tout ça. Donc je pense que le montant d'investissement, il me pose pas trop de problèmes. Par contre, en effet, est-ce qu'on aurait pu faire plus vite et mieux d'un point de vue public? Là, je pense pas. Enfin, en tout cas, le DMP dont tu parlais, Damien, je crois, c'est 500 millions. J'avais regardé avant l'émission d'investissement. Et en fait, c'est un échec complet. Je crois qu'il y avait aussi un autre truc qui s'appelle le Ségur numérique où il y a 2 milliards de budget qui étaient dépensés par l'État. Mais le problème, en effet, c'est qu'on a ouvert... D'accord, c'est pas que 600 millions, c'est-à-dire 600 millions plus 500 millions pour le DMP, mais ça, c'est plus 2 milliards pour le machin, etc. Donc, okay. Ça, c'est des initiatives publiques. Et en fait, ce que ça montre surtout, c'est que l'État lui-même est incapable de se digitaliser tout seul. Donc, ça crée des opportunités pour les startups. Et donc, une startup comme Doctolib, elle s'enfonce dedans. Et d'ailleurs, on te dit toujours, identifie des inefficiences de marché, des inefficiences publiques qui vont te permettre d'aller vendre ton produit. Et aux US, on a tout le temps. On essaie de regarder, tu vois, t'as des boîtes qui sont spécialisées de regarder dans l'armement en ce moment, t'as Anduril qui fait ça avec le Pentagone. T'as effectivement Alex Karp et Palantir et la clique à Peter Thiel qui font ça aujourd'hui avec la CIA. Et c'est des dizaines de milliards dont on parle. Bon, après, c'est pas les mêmes marchés. SpaceX aussi avec la NASA. Mais le storytelling, c'est-à-dire que le storytelling à l'américaine, il est très clair. Il est pas en train de dire, il y a pas de confusion. C'est-à-dire que non, on fait du deal, on fait du business avec l'État. C'est très clair. Il ne s'en cache pas. Tu vois, il y a pas. Ouais, mais je pense pas que Doctolib ils s'en cache. En fait, je pense juste qu'ils sont victimes de leur succès et qu'ils sont à un stade maintenant où on va leur taper sur les doigts pour le. En fait, si ça avait pas marché, et en fait, on a des dizaines des startups financées, bien sûr par la BPI, etc., qui vont essayer d'adresser une déficience ou une faille du service public en disant en fait ça marche pas, il faut qu'on le fasse. Mais là ils sont à un stade tel que en effet ça devient un service public. Donc la vraie question c'est la souveraineté numérique, mais même la souveraineté de la digitalisation. Est-ce qu'on était capable de faire un Doctolib avec l'argent public? Non. Donc on a mélangé de l'argent public et de l'argent privé, mais surtout un modèle start-up, parce qu'en fait, si tu le fais avec un modèle public, t'as jamais des entrepreneurs à succès, t'as jamais des premiers employés à succès, des gens qui veulent vraiment bosser et pas 35 heures par semaine, mais qui vont bosser 80 heures et qui vont bosser le week-end, etc. Donc c'est le modèle. Tu veux dire que les gens de chez HEC, les gens qui sortent de HEC veulent pas devenir fonctionnaires, c'est ça? Mais bien sûr, non, mais ça c'est un vrai problème. Bien sûr. Problème. Alors, ça c'est voilà. Et donc aujourd'hui, on a le cul entre deux chaises, entre en fait une start-up qui aurait en effet dû être peut-être une initiative publique, qui rend service, et donc la mission elle est réalisée, elle est successful. Mais maintenant, c'est vrai que d'un point de vue purement investissement, pour avoir un retour sur ça, c'est compliqué. Et Damien, est-ce que c'est une tentative de privatisation du secteur de la santé par Emmanuel Macron? Parce que c'est peut-être ça aussi la politique derrière. Moi, je dis que oui. Je pense que oui parce que alors Charlie le disait tout à l'heure, le Covid a été un accélérateur. Il a fallu prendre des décisions. Ok. Donc Doctolib était au bon endroit, d'accord. Mais après derrière, il y a une volonté de Macron de montrer qu'on a des licornes. Parce que si on montre que la French Tech marque qu'on a des licornes, ça veut dire que tout ce qu'il a fait, lui, a marché. Donc, il faut de toutes les manières perfuser, faire en sorte qu'on ait des champions, qu'on le veuille ou non. Donc là, c'était l'occasion jamais de passer, on va dire, au travers de... Enfin,
la situation faisait nécessité. Donc par conséquent, on est face toutes l'opportunité les était règles trop et on belle, fonce. c'est ça ce que tu as envie de dire. C'est presque l'opportunité. Je dis surtout qu'il y a eu les soutiens politiques qui vont bien pour Ouais. faire en sorte qu'on passe au-delà de certaines règles, notamment dans le domaine médical en France qui est très réglementé, pour faire en sorte d'aller vite, certes, mais de faire en sorte aussi de se dire c'est un moyen de contourner certaines choses existantes et de faire en sorte qu'au final on arrive à une sorte de privatisation quelque part de la santé ou des modèles de santé, avec la question de se dire, comme tu le disais Angie, est-ce que aujourd'hui finalement Doctolib n'est pas un service public, et si dans les faits c'est devenu une sorte de service public. Donc en France, comme on est très attaché à ça et que la question de données de santé est quelque chose qui est essentiel, on peut se donner la question de qu'est-ce que ça veut dire. Soit en passant, en France, on n'est pas très regardant sur les données de santé quand on voit que l'État lui-même, il y a quelques années, a choisi Microsoft pour mettre toutes les données de la sécurité sociale dessus, pour plein de raisons diverses et variées, mais surtout faire un appel d'offres sans appel d'offres. Enfin, plutôt un appel à marché sans appel d'offres. Il y a un vrai problème sur les données de santé, alors qu'elle se sait de la donnée en or pour les IA, pour faire des calculs, pour pouvoir faire de la projection, etc. Et aujourd'hui, on les brade. De toute manière, on les file aux Américains. Bon, ça pourrait être quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais on les garde pas, on n'est pas capable de gérer ça, qui est vraiment de l'or en barre pour l'État français, parce que la Sécu est le seul endroit au monde, en France, hein, on a des données qui sont nickel, carrées, elles sont vraiment super claires. Donc ça, c'est du pain béni, et logiquement, il y a plein d'acteurs qui ont envie de nous les piquer, et les politiques, ils sont pas trop regardants là-dessus, quoi, en fait. Et c'est ça aussi, c'est tout ce système-là qui est derrière. Oui, parce que on explique, hein, c'est-à-dire que il suffirait, si ces données sont chez Amazon, et ce qui est visiblement le cas, il suffirait d'une décision de justice américaine, où il suffirait que Trump, avec dans toute sa mansuétude qu'on lui connaît, décide d'accéder aux données, et Amazon serait obligé d'obéir. C'est ça la situation, Charlie. Mais il y a pas d'acteur en France. Bon, excusez-moi, je fais un peu le couillon de service. On n'a pas d'acteur de cloud. On peut pas foutre ça chez OVH. On peut pas foutre ça, j'en sais rien moi, chez il y a qui d'autre Tu as Skyway, Cloud Temple, je sais pas, t'en as quelques-uns. Moi, c'est toujours la question que je pose à OVH quand je vois les différents patrons là, parce qu'il y a eu quelques changements. Ah oui, il y a eu des changements là. Oui, il paraît qu'il est revenu aux commandes là. Et à chaque fois, ils te disent oui qu'ils sont capables, de le faire. Sauf que je comprends pas pourquoi alors toutes les startups ne sont pas chez OVH. Moi, c'est toujours la question que je me pose. Mais tu poses la question à Stanislas, pourquoi est-ce que Doctolib n'est pas chez OVH? Ah bah là, oui, alors il a une réponse à ça? Lui, je lui ai pas posé la question, je m'en souviens pas, mais à toutes les startups, quand tu leur demandes, d'ailleurs c'est marrant, demain je vais au sommet souveraineté France-Allemagne, donc je vais le redemander aux gens, mais il te dit juste, moi je veux un truc pas cher et qui soit performant, donc c'est tout, hein. C'était les deux arguments qu'ils cherchent quand t'es une startup. Ouais, non, mais c'est pas que ça. C'est juste de la fainéantise. C'est la fainéantise des boîtes, des startups françaises. Si. C'est la fainéantise des boîtes françaises de se poser la question de est-ce qu'il y a des acteurs indépendants ou autres qui peuvent nous apporter un service. Je m'explique. AWS, Google, Azure vont filer des crédits de cloud aux startups pour faire en sorte que ça coûte zéro, parce que c'est ça qui coûte cher au début. Les boîtes françaises ont pas cette politique-là, on est mauvais en marketing, ils font pas ça. Donc déjà, de base, tu te dis, ok, super, très bien. En plus, c'est vu comme un standard du marché, donc très bien, parfait. Et après, ils vont pas plus loin que ça. Quand je dis ils vont pas plus loin que ça, c'est que l'argument dit, oui, mais on veut un truc qui soit scalable, machin, OVH le fait, Scaleway le fait. Peut-être qu'il y a 5 ou 6 ans, ils ne le faisaient pas, c'est même quasiment sûr. Ils vivent à Paris, ils sont dans la même ville, putain, ils se parlent pas, ils discutent pas entre eux. C'est pas le problème, Carlos. Je vais te donner un exemple. Si tu dis, je veux prendre une suite logicielle en ligne pour faire de la bureautique, tu vas faire quoi? Tu vas t'emmerder à aller regarder ce que fait la concurrence? Non, tu vas dire, ouais, il y a Google Suite, il y a Google Workplace, ou bien il y a Microsoft, et puis c'est plié. Alors on est en train de parler de créer une infrastructure nationale autour de la santé. Putain, on n'est pas en train de parler d'héberger un truc pour, j'en sais rien, moi, trouver un rendez-vous pour mettre du vernis sur ton chien, du vernis à ongles sur ton chien, quoi. On est en train de parler d'un truc qui est structurellement hyper important. Oui, mais c'est devenu important, en fait. Il faut se remettre dans le truc. C'est que, AWS... Ah, c'était pas important au début? Non, je pense qu'au début, c'était, en effet, comme tu le décris, un moyen de prendre des rendez-vous. Et aujourd'hui, il y a des rendez-vous, il y a les dossiers médicaux, il y a beaucoup plus de choses. Mais du coup, quand tu fais un choix d'infra, tu vas pas faire une migration. Justement, quand toute ta donnée sensible a été encryptée, qu'elle est stockée, etc., tu vas pas migrer. Et franchement, OVH, c'est très bien. Et pourquoi tu migres pas? Années-lumière.
Mais parce que c'est des coûts énormes et c'est des coûts et des risques super importants. Et puis en plus, Amazon. Non, mais Secnum Cloud, ce que tu dis là, ce qui est effectivement de dépasser ce que tu disais avant c'était quoi la norme d'avant qui là de passer à Secnum Cloud, c'est vraiment d'avoir de vraiment ne pas être tributaire de l'extraterritorialité américaine. Le coût serait entre 25 et 40% de son infrastructure cloud. Mais putain, 600 millions! Merde! On peut le faire, quoi, avec 600 millions. C'est là où je dis, ils ont le cul entre deux chaises du fait d'avoir leur succès et de maintenant de devoir faire face à ce genre de choses. Mais quand tu te remets au début, même je pense la 5e année de Doctolib, peut-être avant le Covid qui les a accélérés, tu demandes aux ingénieurs, ils ont jamais touché à une interface OVH. De toute façon, les produits OVH, ils ont 2-3 ans de retard. Et ça, c'est vrai, hein, tu regardes en déploiement, etc. Même en termes donc je parlais de capitalisme parce que Amazon va subsidize, va te payer ton prix d'acquisition. Ils vont te donner 300 000, 400 000, 500 000 $ de crédit pour que tu restes. Et en plus, ils sortent des produits en permanence. Donc, ils font la course avec Microsoft, avec Google. C'est une manière de te bloquer. Bien sûr, non, je suis conscient. Mais quand on est une startup, on va pas se poser la question de, ah oui, les données souveraines, les machins, les trucs. C'est pas le problème de la startup. Et c'est là où c'est compliqué. C'est que Doctolib est pas parti, a pas signé en disant, je vais créer une boîte pour que l'État qui arrive pas à faire ça tout seul parce que en fait nos fonctionnaires ont pas les compétences et je vous garantis de stocker mes données sur OVH. Et à l'époque, je pense que OVH était encore plus à la ramasse qu'Amazon. Donc c'est encore une fois le cul entre deux chaises et donc c'est facile de leur taper dessus maintenant, mais je pense que c'est très compliqué et je suis sûr que si on demande au CEO s'il préférait stocker toutes les données on invite Stanislas s'il nous écoute. Stanislas vient dans Silicon Valley, vient nous expliquer ça. Vous savez pourquoi je réagis à ça? Parce que ici aux États-Unis, il y a 2 semaines, il s'est passé un truc super important. Il y a des membres du Congrès américain qui ont envoyé une lettre urgente aux gouverneurs de Californie, de Colorado, de l'Arizona et du Wisconsin parce que ils se sont rendus compte que leurs États partageaient des données, notamment les données du DMV, c'est celui qui gère tous les véhicules et notamment les permis de conduire. Et en fait, un peu pour la même chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ces données sont hébergées. Et là, tout d'un coup, on se rend compte parce que les États-Unis, comme leur nom l'indique, ce sont des États unis. C'est-à-dire qu'il y a une certaine souveraineté aussi au niveau de l'État, notamment sur ton permis de conduire. D'ailleurs, en Californie, il est peut-être pas valable dans le Wisconsin, au passage. Eh bien, ils se sont rendus compte que l'État fédéral, c'est-à-dire l'administration Trump, était en train de partager les données du permis de conduire de chacun de ces États avec ICE, l'agence d'immigration de Trump, pour récupérer quoi? Récupérer les photos des gens sur les permis de conduire et faire de la détection de l'identification faciale. C'est ça ce qui est en train de se passer. Putain, mais je me dis, mais c'est pour ça. Moi, je vis dans un pays aujourd'hui où la data, la donnée est devenue un truc ultra sensible et on le voit bien ces trucs-là. Et quand je me dis, putain, on file nos datas de santé de Doctolib aux Amerloc sur Amazon et quand je vois ce qui se passe, 290 millions de requêtes par an sur les bases de données du DMV, 290 000, de ICE et 600 000 du Homeland Security Investigation. Homeland Security Investigation, c'est en gros ceux qui protègent les frontières, C'est 200 millions de photos de permis de conduire qui ont été partagées. Eh bien, tu fais une application de facial recognition là-dessus et les agents de ICE, on les a vus avec leurs lunettes méta. Ils peuvent identifier les personnes en temps réel pendant les interpellations. C'est ça ce qui est en train de se passer. C'est hyper important. Moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité. Alors, vous allez me dire, les Américains va te faire foutre, mais je suis aussi français. Non, il y a un vrai sujet, non, Damien, où tu veux pas faire l'éclaireur du numérique, mais merde. Ce que tu pointes du doigt, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, c'est ce dont on parle aujourd'hui quand on parle de souveraineté des données et souveraineté au global numérique. L'Europe est une colonie numérique depuis 20 ans et de toutes les manières, on n'a pas les moyens de changer, mais aujourd'hui on se rend compte, avec Trump notamment, que on peut nous couper l'électricité. On peut nous couper l'accès à des services. On peut d'un coup aller venir puiser dans nos données. Et en fait, les acteurs, quels qu'ils soient, qui étaient des fournisseurs de services, deviennent maintenant des vassaux politiques à la solde typiquement d'un Trump qui pourrait être un dictateur ou qui à minima a une attitude mafieuse. Donc de fait, aujourd'hui on se rend compte que arrêtez de dire que c'est un dictateur, ce n'est pas un dictateur. Regardez les élections à New York. C'est un mafieux. Mamdani a été élu, un dictateur ne l'aurait pas permis. Que ce soit un mafieux,
Ça, il y a aucun doute là-dessus. La corruption est à tous les étages, mais on n'est pas au stade du dictateur encore. En revanche, comme dit Angie, oui, quand tu lances une boîte, effectivement, tu fais pas trop, enfin, au début, quand tu fais un Calendly, pour les médecins, eh ben ouais, t'y vas et tu fais avec les solutions du moment, et t'as entièrement raison là-dessus, c'est logique. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces questions relatives aux données, à la sécurité, etc. Quand tu grossis et que tu deviens un acteur important, voire central, voire omniprésent du marché du médical, là, il y a une question qu'il faut que tu te poses en ton âme et conscience, et ça, c'est une question que tu pourrais poser à Stanislas, à un moment de dire, ok, mais gars, il y a un moment, peut-être que tu te mets au carré par rapport à tes responsabilités. Et ce n'a absolument pas été le cas. D'autre part, juste un truc, le rapport de la Cour des comptes montre qu'en plus ils ont acheté des concurrents pour bloquer le marché, pour faire en sorte d'être en situation de monopole. On a vu aussi que... Tu dis non, Charlie, c'est pas vrai? T'es pas d'accord? Bah, déjà, tu regardes les chiffres, ils ont environ 20% des soignants en France. Voilà. Ok. Est-ce que c'est du monopole? Je ne sais pas. Voilà. Non, mais sur moi, tous les soignants sont pas sur Doctolib ou si c'est 20 ou 30%, c'est pas un monopole. C'est pas un monopole, entre 20 et 30%, parce que, en fait, ceux qui ont encore le monopole, ça s'appelle les secrétaires. Voilà. Ton 20%, c'est le 20% de tous les médecins connectés, ou est-ce que c'est 20% de la totalité des médecins? De la totalité des médecins. Ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal quand tu le creuses. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'ils dépensent beaucoup d'argent, c'est dans les commerciaux, parce qu'il faut aller chercher les médecins. Et je peux te dire que les médecins sont très réticents de passer chez Doctolib. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal encore en France, et encore plus de mal en Allemagne et en Italie. Attends, quand je te parle de monopole, juste une chose. Quand je dis monopole, je parle de monopole sur les utilisateurs. Voilà, d'accord. Bon, alors, en gros, le bon plan, c'est d'être commercial chez Doctolib. Visiblement, tu gagnes de la thune. Il doit avoir des primes de malade puisque visiblement. C'est comme quand t'étais commercial chez Pageone à l'époque. Ouais. Okay. Mais je lis, les gars, le rapport, je le montre là, de l'autorité de la concurrence. Enfin, bon, Et l'autorité de la concurrence, s'il te plaît. Enfin, en fait, non, mais où est l'intérêt? Il n'y a pas de concurrent, mais il n'y aurait pas de concurrent, en fait. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il y a personne qui va être capable de faire le service. Attends, NJ, je lis le truc. Doctolib a fait disparaître son principal concurrent. Je lis le rapport. La société Mon Docteur, en procédant à son acquisition le 10 juillet 2018, afin de verrouiller le marché national des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne et de consolider sa position sur le marché alors encore émergent. Oui, mais ils ont foutu quoi, Mon Docteur? Ils étaient pas assez bons, c'est tout. Ça s'appelle le capitalisme, ça s'appelle un marché libre. On achète les mauvais et on consolide. T'as le droit d'acheter quand même tes concurrents. Ils sont méchants. Vas-y, j'écoute. Non, bon, les documents internes montrent que. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est jamais tout propre. Mais c'est jamais tout propre. Mais ce que je veux dire, c'est que. J'ai vu une acquisition qui se passait très bien et tout va bien. Ouais. Et puis, franchement, regarde, les mecs aux US, enfin les gens aux US, ils étaient prêts à aller en grève pour sauver TikTok. Tu vois, franchement, alors que tu vois TikTok, là pour le coup, la donnée vraiment elle part à l'étranger. Enfin, t'as tout ce que tu veux et en plus ça sert strictement à rien. TikTok, c'est de la perte de temps complète. Là, tu vas dans la rue, tu demandes aux gens, tu peux plus prendre ton rendez-vous sur Doctolib. Ils te disent mais mes données, je les vends à Amazon, je m'en fous. Non, Menji, on parle pas de ça. Mais si, parce que c'est ce qui leur permet. Mais si, c'est cet ancrage dans la population qui leur permet de faire sûrement des choses qui sont un peu border. Mais s'ils avaient pas cette adoption de marché, on n'aurait pas ce débat en fait. Non, moi j'ai plusieurs options. Moi j'ai des options. Je suis pas CEO de Doctolib, je ne suis pas président de la République. Mais permettez-moi de émettre quelques options. Si j'étais l'État français, ok. Option 1, tu nationalises Doctolib, ok. On l'a fait avec Pronote. Pronote, qui aussi est une infrastructure dans le domaine de l'éducation, c'est la Poste qui a racheté. Donc on fait en sorte que Doctolib soit racheté par une entité publique. Et on fait une migration forcée vers ce que raconte Damien là, le Secnum Cloud, et on transforme. Si c'est effectivement un service public de première nécessité et avec des données ultra sensibles, ben ça devient un service public de santé digitale. Option 2, on met en place une obligation réglementaire immédiate. Toute plateforme de santé au-dessus d'un certain seuil de marché doit passer Secnum Cloud sous 24 mois. Point final. C'est pas compliqué. Donc tu fais les mêmes lois que tu critiques en fait. Là, c'est les lois de faire des seuils, de faire des nationalisations, machin. Non, mais là, en fait, on parle de santé. Mais ils vont le faire. Ils vont sûrement le faire. Et je pense que là, il y aura un vrai sujet pour les investisseurs de Doctolib, les employés de Doctolib. C'est comment tu fais ton multiple. Mais je pense que oui, c'est sûrement les options qui sont sur la table. Mais ça, c'est exactement ce qu'on critique aussi. C'est ce mariage entre l'État qui serait la seule option de sortie parce que le marché, le CAC 40, c'est trop frileux, parce que y a personne qui veut toucher une boîte française et la racheter, tu vois.
On revient tout de suite à votre épisode, mais avant cela, je voulais vous parler d'une société qui m'a vraiment impressionné, Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 €. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. J'ai parlé avec leurs membres et depuis 2023, ils m'ont dit qu'ils avaient ensemble investi dans 65 œuvres et 16 d'entre elles ont déjà été revendues. Si investir dans l'art vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Non mais oui, mais alors parlons de la sortie là, parce qu'on a foutu quand même un paquet de thunes là dans cette boîte là. Comment est-ce qu'on récupère l'argent là de cette histoire? Elle est où la sortie du coup? Qui va racheter ça? On va pas autoriser quelqu'un à... Hein, Charlie? Ce sera pas autorisé, donc il y a pas d'acquisition comme ça qui sera possible. Donc soit c'est de l'IPO, mais de l'IPO évidemment Euronext à Paris. Mais bon, qui veut faire une IPO aujourd'hui, je sais pas. Et puis alors en plus, il va falloir faire un sacré multiple. Hein. Ils ont ces 311 millions de CA là en 2020. C'est quoi la valo de Doctolib aujourd'hui? 5 milliards 5,8 je crois. Putain, il faut y aller. Hein. Ouais. Mais valo de 2021-2022. Donc bon. Ok. Bon. Pas la valo d'aujourd'hui. Écoutez, je ne m'étais jamais... Alors bon, je comprends que Stanislas arrive sur BFM en disant on est rentable. Hein. Effectivement, parce que je pense que ça cache... Soit c'est qu'il faut relever de l'argent, ou soit qu'il y a une IPO qui se dessine et qu'il est en train de nous expliquer oubliez les 600 millions et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Bon, écoutez. Ça faisait un moment qu'il était rentable. À titre de comparaison, il y a l'acteur américain qui est pas du tout public pour le coup, qui s'appelle Zocdoc. Je crois qu'ils ont levé 550 millions et c'est nul. Mais c'est genre nul. C'est-à-dire que tu vas prendre un rendez-vous et le docteur, tu peux aller chez le docteur et le docteur dit ah bah non mais vous avez pas rendez-vous parce qu'en fait ah oui mais parce que c'est pas connecté à mon calendrier machin. Ou alors tu prends rendez-vous et il t'appelle il dit ah mais en fait on prend pas votre assurance donc machin. Donc et 550 millions pour un produit qui marche pas. Alors je sais pas combien de docteurs sont connectés. Ah non mais ça c'est faire des produits. Doctolib c'est super, le produit il est génial. Encore une fois je mets pas en cause ce truc-là, c'est pas la question. Le produit il est top, le service rendu il est génial. Mais si c'est critique et comme le dit Damien et qu'on est sur des données ultra critiques, je le disais. Voilà les deux options. Moi enfin, c'est l'une ou l'autre. Ou alors, sinon, on fait du status quo, on reste comme on est aujourd'hui, on fait semblant, et on explique que tout va bien dans le meilleur des mondes, et on continue à vivre dans la forêt magique, avec des maisons en forme de champignons, et puis et des gens qui sont des lutins, quoi, tu vois, mais bon, bref. J'avais envie d'en parler, je découvre peut-être le poteau rose, hein, peut-être le dernier des cons, enfin, il y a quand même des questions à se poser. Là-dessus, Stanislas, tu es le bienvenu dans Silicon Carnet. Viens nous expliquer parce que ça se trouve on a loupé un truc quoi là. Il y a peut-être autre chose hein, qui se cache derrière tout ça. Bon, moi pour info, je vais voir le patron de l'autorité de la concurrence ce vendredi. Donc pour parler de toute cette histoire parce que ça fait beaucoup de remous dans la French Tech. Parce que du coup il y a plein de boîtes qui ont peur, qui se disent putain j'ai racheté mon concurrent il y a 5 ans, ils vont me tomber dessus. Donc du coup ça a fait beaucoup parler. Donc je le vois et je vais lui poser. Non, mais je comprends aussi le positionnement de Stanislas pour l'attaque Zuckman. Hein. Du coup, c'est clair. Il faut donner de l'argent à l'État parce que les startups en ont besoin. Hein. Donc, oui, il faut redonner parce que là, il y a besoin d'argent, quoi, en fait. Bon, allez. On traverse l'Atlantique pour découvrir un phénomène encore plus brutal. Alors là, c'est un épisode. Hein, vous me dites généralement que je suis un gros libertarien, machin, que ça. Voilà, je suis souverainiste. Non, mais tu sais, quand j'ai lu le documentaire, j'ai cru que j'avais écrit un conducteur des éclairs numériques. Je te jure, je me suis dit, ah tiens, génial, waouh, du noir et encore du noir, c'est génial. Ouais, c'est pour ça que je t'ai invité, Damien. C'est pour ça que je t'ai invité. Je t'ai dit, c'est progressiste de garde et souverainiste dans la première partie. Et là, tu vas voir, je suis presque écolo et altermondialiste. Non, mais sans déconner.
La ruée vers l'IA est en train de piller littéralement les ressources des pays du Sud. C'est le New York Times qui vient de sortir un dossier explosif, Le Monde, et il est super bien fait. Il y a encore un super travail du New York Times qui confirme ce que on suspectait, mais il prend l'exemple d'un village au Mexique qui devient assez fameux en ce moment, enfin très connu, qui s'appelle Querétaro. Et bien il parle aussi de ce qui se passe en Irlande, en Uruguay, je crois aussi, où grosso modo les data centers de Microsoft, Google et Amazon aspirent toute l'eau et l'électricité pendant que les populations locales subissent des pénuries, des coupures de courant à répétition. À Querétaro, ils ont même fermé l'école parce qu'il y avait plus de chiottes, il y avait plus d'eau dans les chiottes, donc ils pouvaient plus tirer la chasse, les gamins, à cause des data centers qu'ils ont fabriqués. Enfin, voilà. Donc, on se rend compte que et je voulais en parler parce que c'est le timing. Et j'en parle avec toi, NJ, puisque tu es à Mar-a-Lago, Floride, proche de Donald. Ça coïncide avec la COP 30, cette histoire. Et ça coïncide non seulement avec la COP 30, mais ça coïncide aussi avec une déclaration qui m'a beaucoup surprise. C'est celle de Bill Gates, que moi je pensais un grand défenseur des accords de Paris, et qui nous dit qu'il faut innover pour sortir du désastre climatique, et qui commence un petit peu à minimiser et à prendre un petit peu le discours de Trump, qui nous explique que le changement climatique ne mènera pas à la fin de l'humanité, qu'en fait c'est pas si grave que ça, que les objectifs qu'on s'est fixés sont inatteignables, et que je vous propose de l'écouter, que en gros on devrait repenser un petit peu tout ça, qu'il y a d'autres priorités. On écoute Bill Gates et on revient. You were a huge supporter of the Paris Climate Accord at the time. And I wonder now, when you look back, given that you're changing sort of the metric with which you use, do you say to yourself that the Paris Climate Accord and its goals were misplaced? No, not at all. That was a key milestone because the countries of the world said, hey, this is a mutual problem. The temperature rise, the entire world will experience a temperature rise from the emissions from all these countries. So getting countries to commit was very, very important. The one thing about that accord that turned out not to be realistic was the ambitious goal of staying to 1.5 degrees. We won't be able to do that. Even if you took all the money away from health, you wouldn't be able to do that. So now, the question is, okay, what temperature level are we going to end up at? Very important to minimize that, but not at the expense of everything else. En fait, c'est intéressant de voir que Bill, c'est comme les autres patrons de GAFAM, enfin même si lui est à la retraite maintenant, c'est que il s'aligne sur la position de Trump parce qu'ils se disent qu'après tout, pourquoi pas. Ce qu'on constate, c'est que oui, il part du principe de dire que finalement, c'est pas le problème le climat, c'est qu'avant tout les gens doivent mieux vivre et après on verra. Le problème, c'est que si on augmente si on augmente la température, à un moment on va pas très très bien vivre. Et je pense que quelque part il y a un peu une sorte de validation du techno-solutionnisme, qui est du genre la technologie nous aidera à trouver une solution au problème. Hein, on verra bien. Pour l'instant, on va faire en sorte que les gens vivent mieux, gagnent plus d'argent, etc., etc. Mais c'est pas en installant les data centers dans des endroits pauvres qu'on va arriver à ce qu'ils fassent. Mais pourquoi ils installent là-bas? Mais parce que on a de la place aux États-Unis. NJ, il y a plein de data centers qui sont en train d'être construits ici aux États-Unis. Il y avait Sam Altman il y a pas longtemps. Je l'ai écouté chez Theo Von et qui expliquait que l'ensemble du territoire américain et mondial allait être des kilomètres et des kilomètres de data centers, qu'il allait recouvrir la planète de data centers. On va là-bas pourquoi? Parce que c'est une forme de colonialisme nouveau. C'est colonialisme digital. Enfin, après c'est économique. Hein. Tu vois, chaque pays qui va ouvrir ses portes à un Google, un Microsoft, un Amazon, va lui dire viens dans ma région, tu vas avoir pas de taxes, tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir de l'électricité. C'est un business, ouais. Et c'est bien sûr, c'est un business parce qu'en fait, quand même, il faut se dire, ces États-là voient l'opportunité d'enrichir leur pays et se dire que peut-être ça va mettre en stress s'enrichir eux-mêmes, leur grid.
Ça, c'est très probable. De toute façon, ça fait partie du truc. Mais je pense que c'est lié à ça. Et donc, après, les boards de direction de Microsoft & Co, ils voient les opportunités. Tu sais, tu vas chez BCG ou tu vas chez McKinsey, tu leur dis, où est-ce qu'on devrait mettre un data center? Et ils vont dire, bon, bah voilà, le climat, la température moyenne, les sols, l'eau, le machin. Eh ben, tiens, allez hop, on va en Uruguay, on va au Mexique, on va ici, on va là. Donc, c'est une logique économique. Et après, de là à dire que il faudrait pas le faire ou il faut le faire, je pense que les peuples et donc leur gouvernement, c'est sûr qu'on va pas demander l'avis tu vois, au paysan qui lui va pas pouvoir faire boire pousser ses ses bêtes. avocats. Hein. Ouais. Mais bien sûr. Donc, mais par contre, le gouvernement lui va dire, bah, c'est une opportunité incroyable, un contrat à 5 milliards sur 3 ans, je sais pas quoi. Et ils sont obligés de dire oui. Donc, c'est un peu utiliser la détresse des pays. Mais c'est du capitalisme encore à l'état pur, d'aller chercher là où c'est moins cher, là où c'est plus facile, où ils n'ont pas toute la législation pour avoir des accords. Tu vois, même s'ils construisent sur un cimetière indien, ils vont mettre les débris sous le tapis, alors qu'aux États-Unis, tu te fais bloquer un projet, surtout si tu es en Californie, tu peux te faire bloquer un projet pour un os de rhinocéros, tu vois. Enfin, je sais pas s'il y a eu des rhinocéros en Californie. Non, mais on se rappelle, effectivement, t'as raison, SpaceX qui ne pouvait plus faire décoller ses fusées parce que, soi-disant, ça perturbait la reproduction de la crevette dans le golfe du Mexique. Ah, pardon, dans le golfe des Amériques. Je suis désolé, j'ai fait putain, tu vas te faire prendre ton passeport là, attention. Ouais, putain, Homeland Security. Non, mais oui, effectivement, il y a une question de législation, de contourner la législation, c'est certain. C'est intéressant à regarder. C'est quoi là le mensonge vert, parce que il y avait quand même toutes ces boîtes là, même OpenAI, hein, tout ça avait quand même un discours un petit peu faut préserver la planète, il faut innover pour sortir du désastre climatique. C'était en fait un énorme. Microsoft s'était engagé à être carbone négative en 2030. Et là, on apprend que ces data centers au Mexique, visiblement, ils tournent au diesel parce que l'infrastructure électrique, elle suit pas. Non, enfin, moi, je sais pas. Là non plus, hein, je découvre pas le truc, mais j'ai l'impression qu'on est au bout d'un système là, c'est-à-dire que il y a des contrats qui se créent. Et est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce que c'est le prix de l'accélération? C'est ça la question que je me pose. NJ, toi qui es un accélérationniste. Moi j'ai beaucoup parlé, mais oui, tu sais ma pensée déjà. Moi, je pense qu'on sortira de ces problèmes-là avec plus de technologie et pas moins. Donc, tu es un techno-solutionniste. Oui, okay. Mais c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, il y a des trade-offs à faire. Et en France, vous en pensez quoi, Charlie, cette transition écologique? Parce que là, on ne parle que de ça en France. Ah, tu sais, puis moi, je mange des graines et puis je fais mon compost, donc je suis... Ah oui, c'est vrai. Où en est ton compost, Charlie, d'ailleurs? Écoute, la semaine dernière, j'étais pas là, j'étais au Web Summit, mais ils ont fait la cérémonie du compost qui a consisté à changer de bac, voilà. Donc, il y a une cérémonie. Et oui, on appelle ça une cérémonie, mais voilà, on vient et puis on trie ce qu'il y a dans le compost et puis on le change de bac, voilà. Donc bon. Non mais écoute, ça me donne des idées parce qu'on est lundi, on enregistre cette émission, on est lundi. Le lundi, c'est le soir où je sors mes poubelles à San Francisco. Je vais peut-être me mettre à faire une cérémonie avec ma femme. On va peut-être boire un coup dehors. On va sortir les poubelles. Il y avait la relève de la garde à Buckingham Palace. Là, la relève du compost. La relève de la poubelle. Charlie Perrault. La relève du compost. Non, mais évidemment, nous franchement, on n'a pas vraiment, enfin, on en parle de plus en plus parce qu'en plus nous on a c'est Jean Covici qui monte pas mal sur le créneau là-dessus. Après, je trouve que c'est pas non plus un sujet qui comment dire, qui colle au mur, qui fait lever les foules, quoi. C'est pas ça. On a tous en tête encore le plug baby plug, voilà, d'Emmanuel Macron au sommet de l'IA. On en est où là de ça, ouais, d'ailleurs. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on a eu des échanges avec des grosses boîtes
de la tech américaine en France. Et c'est très long en fait d'ouvrir un data center, de le construire. En fait, les permis sont hyper longs en fait à obtenir. On a dit que ça allait être simple, qu'il allait y avoir beaucoup de simplification. Et au final, on a parlé encore avec Microsoft qui disait que ils n'avaient toujours pas encore tous les permis pour leur data center. Je crois que c'est dans l'est de la France, donc on est encore loin. Mais nous on a le même phénomène, c'est marrant, mais plutôt dans le sud de l'Europe aujourd'hui. Ils vont beaucoup du coup les big tech là-bas. Moi, quand j'étais au Portugal au Web Summit, ils ont annoncé Microsoft 10 milliards dans un data center sur une petite ville côtière du Portugal. Mais les Portugais sont tellement. Moi, j'ai vu le maire de Lisbonne-sur-Seine et le ministre, je sais plus si c'était de l'IA, du numérique ou quoi, mais c'est-à-dire qu'ils ont fait encore mieux que Macron. C'était des VRP. J'ai jamais vu ça. Ils étaient sur scène complètement enflammés à dire allez venez chez nous. C'était, pour moi c'était lunaire. Ça en était presque ridicule. Alors justement, c'est intéressant parce que en Irlande ils ont fait ce truc-là. Là je vous montre ce tableau qui est très intéressant, qui montre que en gros la capacité électrique qu'avait l'Irlande avant 2021, et puis quand on arrive à 2024 où justement on a mis en place ces data centers, la capacité, même si on rajoutait de la capacité, est devenue négative, quoi. C'est donc là les Portugais ils rigolent, mais ça va leur faire bizarre parce que on n'est pas en train de parler de brancher un fer à repasser là. Hein. C'est des consommations de malades. Hein. C'est intenable. Voilà, c'est juste intenable d'un point de vue global. Si on veut, comme veut l'Union européenne, basculer toutes les bagnoles en électrique d'ici 35, si on veut faire en sorte d'avoir des capacités électriques, que les acteurs du marché veulent mettre des data centers partout parce que tu comprends, les services numériques vont être utilisés et l'IA va flamber. Tu sais pas, soit dit en passant, si c'est pas une sorte de boucle rétroactive entre les acteurs qui se disent on construit des data centers, on fout du Nvidia dedans, on développe les services et comme ça tout le monde est content et nous on s'enrichit et les populations elles s'appauvrissent. En plus, tu en parlais tout à l'heure, ne me dis pas que tu découvres le cynisme des GAFAM. Ils n'en ont rien à carrer des gens. Je veux dire, ce qui est clair, c'est que on a... Non, mais chacun son storytelling. J'ai expliqué le storytelling de Doctolib et de l'État français, et le cynisme aussi, ou peut-être, d'après ce que vous me dites, la connerie, plus que du cynisme. Là, sur les GAFAM, là, je suis d'accord. C'est pas de la connerie, hein. C'est du cynisme. Non, c'est du cynisme. Et tout comme il y a 20, 30 ans, on a délocalisé en Chine en se disant c'est pas cher là-bas et puis on regardera pas ce qui s'y passe et on pourra faire fabriquer tout ce qu'on veut et on s'en fout de savoir que s'il y a des monceaux de vêtements qui sont jetés là-bas, on s'en tape complet en Chine ou en Inde. Hein. Aujourd'hui, on va avoir la même chose avec les data centers où on va construire dans des endroits où les gens vont ne plus avoir d'électricité ou d'eau, tout simplement parce que tu comprends, il faut bien faire tourner le truc. Donc en France, on a en plus des capacités électriques énormes grâce aux centrales nucléaires, très décarbonées, donc ça s'appelait aux acteurs. Maintenant, on l'a vu, Trump ayant fait sauter toutes les digues en termes de on va dire de normes, si on peut dire, et de protection. En gros, c'est allez-y les gars, on en a rien à foutre. Allez-y, faites si vous voulez tourner au diesel, à l'huile de colza ou au charbon vos data centers, l'électricité nécessaire pour le data center, on s'en fout. Donc les acteurs, ils sont décomplexés, ils y vont. Et toutes les normes qu'ils voulaient respecter relatives à carbone neutral, etc., on se rend compte que c'était des arguments publics, marketing, quoi, tout simplement. En gros, on développe le truc et puis on verra bien ce qui va se passer. Moi, ce qui me tue, c'est de voir... Alors d'abord, ce qui me tue, c'est que premièrement, carbone neutral, ça veut rien dire. Hein, parce que ça veut dire qu'en fait, très souvent, on rachète de la capacité carbone, enfin, au moins on achète, on va dire, du droit à dépenser, à polluer, c'est ça, ouais. Du crédit carbone, ce qui a fait la fortune de Tesla, par exemple. Donc, on rachète du crédit carbone pour dire qu'on est carbone neutral. De Blablacar, hein. De Blablacar aussi, voilà. Tu peux le dire. Ouais. Par exemple, ça c'est un premier point. Deuxième élément, aujourd'hui, les acteurs vont aller dans un endroit pauvre, où on a besoin d'argent, comme l'expliquait Angie, parce que ça fait un acteur de local, mais qui n'en ont rien à carrer on va dire, du côté, on va dire, sustainable, du côté, on va dire, bienveillant, si je puis dire, de leur industrie vis-à-vis de l'environnement autour. Donc, conclusion, on va se retrouver avec des pays qui étaient la Chine d'avant. Donc, autrement dit, qu'on va venir polluer, qu'on va venir installer, et ils seront loin, on s'en fout, nous on est contents, on fait nos petits dessins Ghibli sur cette chat GPT, mais à aucun moment on se pose la question d'un gamin qui a même pas de flotte dans son école, quoi. Je montre ces deux maps là qui sont intéressantes. J'ai fait en faisant des recherches. C'est on voit comment est-ce que les cartes du début du XXe siècle et les cartes d'aujourd'hui, quand on compare
l'exploitation de minerais, de choses que par exemple les routes commerciales coloniales du 19e siècle avec les câbles sous-marins de Internet aujourd'hui, c'est exactement les mêmes cartes, quoi. Je mets les deux cartes les unes à côté des autres, c'est absolument les mêmes cartes. C'est assez impressionnant. J'ai mis plein de data, plein de sources d'informations dans les notes de l'émission pour les membres de l'Hacienda, mais je donne quelques chiffres, hein. Projection 6,4 trillions de litres d'eau consommés annuellement par les data centers d'ici 2027. La demande électrique des data centers, augmentation de 165% prévue d'ici 2030 par rapport à 2023. Le Mexique, déficit électrique de 48 000 mégawatts d'ici 2030. Et en Irlande, c'est déjà 32% de l'électricité nationale qui est consommée par les data centers à horizon de 2030. C'est effectivement colossal. Mais heureusement, la Silicon Valley a une solution. On va en parler dans la troisième partie de cette émission avec Engie, le technosolutionniste, puisque on va mettre tout ça dans l'espace et le problème sera réglé. C'est la troisième partie de cette émission. Donc le 4 novembre dernier, Google a balancé une ogive numérique. C'est un projet qui s'appelle Suncatcher. C'est passionnant. Alors moi je suis comme un gamin là, parce qu'en plus je vous montre les vidéos, ça fait rêver quoi. C'est des data centers en orbite basse. Les premiers tests auront lieu en 2027. Et donc ils pensent mettre des TPU sur orbite. Alors une orbite, alors là je suis désolé, moi je suis pas scientifique, mais ce qu'ils appellent le down dusk. Donc c'est une orbite plutôt basse et qui permet de capter le soleil 24 heures sur 24. Donc en gros exposition. Et donc du coup ces panneaux solaires seront 8 fois plus efficaces qu'au sol. Et l'objectif, c'est de créer une constellation de 81 satellites, rien que pour le projet Google. Mais j'ai l'impression que c'est pas le seul projet, Engie. Hein. Google a tiré là, mais il y a plein d'autres projets qui sont dans les cartons. Hein. Ouais, bien sûr, il y en a plus. Donc ça part de ce qu'on se disait à l'instant. Donc c'est que la consommation des data centers est tellement énorme qu'il faut trouver des nouvelles façons d'aller produire de l'énergie et de produire du compute, donc de la capacité à traiter les demandes sur les services d'IA, parce que maintenant on a 800 millions de personnes qui sont sur ChatGPT et qui vont clairement pas vouloir changer leur façon d'utiliser ChatGPT. Et je pense qu'on en aura 2 milliards si on met bout à bout les services Google qui sont en train de se répartir partout, Apple qui va intégrer aussi Gemini de Google sur le prochain OS. Donc de toute façon, ça explose la demande. Et on le disait, les ressources qui sont déjà dans les pays, on va dire, développés, soit d'un point de vue écologiste, donc on a des discussions comme on l'avait à l'instant, qui sont pas forcément super les écolos productives. Donc grosso modo, on annule les écolos en allant dans l'espace. Dans l'espace. Alors, d'abord, on commence par délocaliser dans le pays d'à côté qui est moins cher et qui a moins de législation, donc on le disait. Et puis après, la frontière, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'espace. Et ce qui est trop marrant, moi j'ai une petite anecdote perso, c'est que donc au mois de février, on fait nous avec ma boîte, on fait avec Fint, on fait le Google AI Accelerator, qui est un programme où ils prennent pas d'equity et tout, ils te donnent des crédits, enfin bref, ils t'aident à promouvoir. Doctolib l'a fait, hein, avec Amazon, ils ont le même truc. Ils ont fait le même programme. Sauf que nous, on est aux US et on n'a pas de la donnée. Crédits au début, et puis on n'a pas de la donnée privée. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que on fait le programme, et dans le batch, donc on est un batch de 15, il y a une boîte où genre tout le monde se dit, truc de dingue, c'est incroyable cette boîte. C'est une boîte qui s'appelle StarCloud. Et StarCloud, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement ça. C'est que leur but, c'est de mettre du coup des GPU, notamment Nvidia, dans l'espace pour pouvoir être les premiers à capter, enfin à créer du compute depuis l'espace. Et d'ailleurs, StarCloud, je crois que c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière, ils ont fait leur première release. Donc il y a une fusée SpaceX. Les images sont impressionnantes. Ouais, c'est dingue. Et donc fusée SpaceX qui part, petite capsule qui se détache du module de la payload. Et ensuite on a un déploiement panneau solaire et donc la première GPU Nvidia H100 qui se retrouve dans l'espace. Et donc on a la communication de Google à côté qui dit nous on va faire pareil, et ça fait un moment qu'on travaille dessus, et c'est pas anodin, je pense, le timing, mais surtout surtout tout le monde y va. Voilà, exactement. C'est qu'on sait qu'il y a des projets d'Axiom, on sait qu'il y a des projets de Amazon, et c'est en fait la prochaine
ligne, en tout cas la prochaine frontière, d'aller chercher l'énergie disponible 24 heures sur 24, parce que sur l'humanité, en fait, on est bloqué par un mur énergétique. Et d'ailleurs, juste pour finir sur ce point-là, il y a un par des écolos. On est bloqué pas par un mur énergétique, on est bloqué par des écolos. Non, alors on est bloqué par un mur énergétique. Aujourd'hui, donc en fait, il y a une échelle pour mesurer l'énergie consommée par l'humanité. C'est l'échelle de Kardashev. C'est un truc des années 60. Il n'y a rien à voir avec Kardashian. Non. Ah non, beaucoup plus intelligent, je pense. Là, il y a 100 points de QI de plus, à mon avis. Mais et en fait, vous avez vu les sous-vêtements là qui sont sortis de rien à voir. Ah bah oui, là tu vas me tuer là. Et là, j'ai commencé à avoir j'ai des images de Kardashian en sous-vêtements là. C'est plus la même chose. Les montres, c'est formidable. c'est des sous-vêtements avec des poils. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un sous-vêtement. mais avec des poils, c'est-à-dire que tu recrées en fait une foufounette, une machin, des trucs comme ça. C'est Kardashian faisant ça. Eh ben tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Carlos. C'est exactement la bonne métaphore. En fait, on a enlevé pour remettre en mettant des sous-vêtements qui ont des poils, alors qu'en fait, c'est exactement pareil là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller foutre des trucs dans l'espace alors qu'on pourrait déjà réfléchir à être plus efficient sur Terre? Eh ben voilà, c'est exactement pareil. Plutôt que de se dire on va réfléchir de manière intelligente, et c'est pas les écolos qui réfléchissent, c'est juste du bon sens. Eh ben non, on se dit allez, on a saturé en bas, allez on y va maintenant, on monte là-haut parce que on peut. Eh ben c'est exactement pareil que l'histoire de soutien-gorge à poil de Kardashian, parce que on a enlevé les poils, on va en remettre des faux. Ben non, on laisse pousser les vrais puis c'est plié quoi. Ouais, mais je reviens du coup sur Kardashev et donc pas Kardashian. Donc en fait, sur cette échelle-là, on dit que aujourd'hui l'humanité est à 0,72, 0,73 de ce qu'elle peut produire sur Terre, sachant que la limite c'est 1. Et ça, quand tu as l'échelle de 0 à 1, entre guillemets, on appelle ça civilisation de type 1. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui peut maîtriser toute l'énergie qu'elle produit sur Terre. Et la civilisation de type 2, c'est que tu es capable de maîtriser toute l'énergie de ton soleil. Et ensuite, la civilisation de type 3, c'est toute l'énergie de ta galaxie. Donc là, on est super loin. Mais en fait, il y a ce côté un peu mégalo, civilisationnel de Google et de tous les autres d'aller dans l'espace c'est pas juste pour faire du data center moins cher, qui se refroidit parce qu'il y a cette notion de refroidissement plus rapide dans l'espace, d'avoir l'énergie du solaire. Mais c'est aussi pour dire, on est la génération qui va être multiplanète, avec Elon Musk peut-être, et surtout aller chercher l'énergie solaire de façon directe. Et ça c'est assez Silicon Valley, tu vois, quand tu repenses à leur délire d'aller peupler d'autres planètes, etc. Ça m'étonne pas du tout qu'ils fassent ça, quoi. Mais en fait, ce que tu décris là, et je trouve ça vachement intéressant, Angie, c'est justement cette opposition que vient de souligner Damien, qui est une opposition ultra culturelle. On en a déjà parlé dans ce podcast. C'est cette notion de ce mythe de la frontière. C'est exactement ça. Damien, toi, vous êtes Damien et Charlie, vous êtes en Europe et vous dites oui, mais pourquoi est-ce qu'on règle pas les problèmes sur Terre? Mais c'est parce que c'est devenu ultra compliqué de régler les problèmes sur Terre et que pour les Américains, on peut dépasser la frontière existante, que les contraintes, y compris climatiques, voire politiques, géopolitiques, quoi ce que tu veux, ne s'appliquent pas aux Américains, puisque on l'a déjà fait par le passé, que ce soit avec la bombe nucléaire, que ce soit avec la conquête de l'espace, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. S'il n'y a pas de solution sur Terre, qu'à cela ne tienne, on va aller effectivement dans l'espace. C'est la notion de moonshot, c'est effectivement, et on va aller trouver des solutions. On va aller dépasser la frontière. On va pas essayer d'optimiser quelque chose qui est peut-être pas optimisable. Non, moi je comprends juste pas comment ça va marcher. Enfin, j'avoue que moi je suis très peu ce qui se passe là-haut. C'est pas mon domaine. On a des journalistes qui font très bien aux Échos. Moi je me dis je sais pas, juste en termes de comment tu vas aller réparer, ça va être le bordel. Enfin, il va y avoir des déchets partout. Je sais pas. Moi juste Et pourtant, j'ai vu, ça m'étonnait parce que moi j'ai découvert, j'avoue, ce sujet il y a un mois quand Jeff Bezos, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il était à Turin. Ouais. Et j'étais à Turin, moi, j'étais dans la salle quand il a commencé à dire entre 10 et 20 ans, on va avoir des data centers dans l'espace et puis et c'est tout. Et il y aura aussi des millions de personnes qui vivront dans l'espace parce qu'ils auront envie de vivre dans l'espace. Bon, le problème c'est que la personne en face de lui l'a pas fait rebondir, donc on n'a pas pu savoir comment il pourrait faire ça. Mais moi, si quelqu'un déjà
peux m'expliquer. J'ai du mal. Mais c'est pas parce que, en fait, si tu veux, dans l'esprit américain, c'est pas parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus ou qui ne sont pas, ou qu'on n'a pas encore les solutions qu'on ne devrait pas commencer à faire le test, quoi. C'est ça, mais t'as absolument raison. Le coût de lancement aujourd'hui, effectivement, on a, si tu veux mettre, aujourd'hui 10 millions de dollars pour mettre en orbite, une fraction du stockage qu'on peut déployer sur Terre, pour le même prix, on se dit mais c'est complètement débile. Et il faudrait attendre que les coûts de lancement chutent à 20 dollars par kilo pour avoir un début de viabilité économique. Mais c'est pas grave, ils se disent mais de façon on va y arriver, on va arriver à ce coup-là. Et t'as raison, il y a plein de problèmes. Quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis ok, c'est toujours en panne ces data centers, comment on va les réparer? Alors ils te disent bon bah on va mettre des robots autonomes en orbite. On a déjà du mal à avoir un robot qui ouvre le lave-vaisselle. On l'a vu avec Neo. On se dit que le robot en orbite qui répare un data center, sans parler de la latence en plus qui pour les communications qui est un problème qui est pas résolu. Et puis des débris spatiaux, c'est-à-dire que quand tu vois cette infrastructure dont tu parles, la Star Cloud, on est en train de parler de trucs qui fait des kilomètres. Hein. Donc il suffit que le machin. En préparant cette émission, j'ai mis le doigt sur un truc que je ne connaissais pas. C'est le syndrome de Kessler. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de niveaux de débris en orbite, il suffit d'une seule collision pour que ça déclenche une sorte de réaction en chaîne qui détruit en fait tous les satellites par centaines et qui finit par rendre toute l'orbite inutilisable. Et ça pendant des décennies et des décennies. Et donc là, on se dit, mais ils sont capables, break things, quoi, tu vois, d'être. Donc oui, mais c'est pas grave. Les Américains se disent, mais on s'en fout, on y va, on teste et on verra bien ce que ça donne. En toile de fond, il est possible aussi que derrière ça, il y ait des enjeux militaires, Damien, qu'on sous-estime hein, dans cette course. On nous parle de data centers, mais est-ce que c'est vraiment des data centers qu'on veut foutre en orbite? Alors il y a peut-être de ça effectivement, mais avant de revenir, ça veut dire sans aller dans ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui on n'en sait pas grand-chose. La question de fond, si tu veux, tu parlais de la limite tout à l'heure. Moi je trouve qu'il y a une immense hypocrisie américaine. Cette dimension de à la limite, tu sais, le Far West, on va aller vers des trucs nouveaux parce que tu comprends, on peut y aller. Non, aujourd'hui pour les entreprises, c'est juste on se dit il y a un nouveau business avec un nouveau terrain et il y a des endroits où on nous fait pas chier. Donc on va y aller. C'est-à-dire, en gros, autrement dit, si on veut installer des data centers dans différents pays, ok, alors il y a un moment, les gens ils vont gueuler, ah c'est embêtant les gens. Ou bien il va falloir y avoir des normes, ah c'est embêtant les normes. L'espace, tout le monde s'en fout, c'est loin, on le voit pas, et à la différence des eaux territoriales, ça appartient à personne. Donc par conséquent, on va polluer le machin là-haut, c'est pas très grave, et puis on verra bien ce qui se passera jusqu'au jour où, comme tu le disais, il y aura peut-être une collision qui fera que tout va tomber comme un château de cartes, et pas de bol, nous on est en dessous. Mais ça c'est encore autre chose. Donc par conséquent, moi ça me pose vraiment question sur la question de la... Mais à un moment, il y a des gens qui vont leur poser les bonnes questions, ou est-ce qu'à un moment, on va se poser les bonnes questions, quoi. Parce mais Damien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on revienne aux arcs et aux flèches? Mais ça n'a rien à voir. Au bout d'un moment, il faut avancer, il faut accepter de prendre des risques. Surtout, parlant d'hypocrisie, je pense que... Il faut pas passer d'un extrême à un autre. Il faut pas passer d'un extrême à un autre. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas de dire on revient des arcs et des flèches. Je pense qu'on est largement, notre monde occidental, largement confortable sur ces sujets-là. La question n'est pas là. La question, elle est de se dire, tu le disais tout à l'heure, ah bah tiens, on a un problème, on va le résoudre. On va ailleurs parce qu'il y a un terrain qui est truc. Donc en gros, plutôt que t'as souillé un endroit, et plutôt que de dire je vais réparer, je vais juste jeter dans la poubelle le petit papier que j'ai laissé, c'est je vais ailleurs. Et puis on verra bien ce qui se passera. Tout l'argent qui est investi là-dedans, on pourrait peut-être pas se poser la question de comment on peut optimiser l'existant, et parce que c'est possible, hein. Comment on peut optimiser l'existant, faire en sorte que déjà la facture énergétique pour les propres acteurs comme les GAFAM soit moins élevée, et que ça fasse du bien à tout le monde, et que pour autant on ait un service rendu de qualité. La question elle est là. Moi c'est ça. C'est pas du technosolutionnisme, c'est de la fuite en avant. Mais Damien, on en a parlé dans le deuxième sujet. Il n'y a pas de solution. On va pas. Visiblement, on a des réglementations dans nos pays qui ne permettent pas de faire ça. Charlie nous le disait. Les data centers en France, à part au Portugal où ils sont ok, mais en France, on n'accepte pas d'aller perturber la reproduction de la marmotte. Mais on va pas aller non plus. On va pas non plus coloniser. Des pays pauvres, on vient d'en parler exactement. Non, moi, tu sais, c'est pas ça ce qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, moi, je suis plutôt. Non, je vais te dire ce qui me dérange moi dans cette histoire. Le fait d'aller dans l'espace, moi, je trouve ça génial. Et cette notion de frontière, de mythe de la frontière, il est passionnant. Et je pense que c'est ce qui nous fait avancer. La vraie problématique, c'est que ce n'est pas un projet qui a été décidé par
le peuple américain. À l'inverse des autres projets qui étaient votés par les Américains, comme la conquête de l'espace, était un projet qui était éminemment populaire et qui avait été voté en tant que tel par le peuple américain. Ici, ce sont des milliardaires privés qui mènent la charge. Eric Schmidt qui vient de racheter Relativity Space, Jeff Bezos, comme tu en parles, Charlie, avec Blue Origin, ou Elon Musk avec SpaceX. Ce sont pas des programmes étatiques qui sont démocratiquement discutés. C'est ça qui me dérange. Le fait d'aller dans l'espace et d'aller conquérir et de faire ça, je suis entièrement pour. Mais que cette course soit privée et qu'elle soit décidée par une poignée de milliardaires, ça, je pense, c'est là la problématique essentielle. C'est qu'on n'est pas dans une démarche démocratique. Mais sinon, moi, j'ai aucun problème. NJ. Ouais, il faut que je réagisse là. Je boue à l'intérieur là. Vas-y. Alors boue. Bon, déjà, il y a deux choses. Il y a l'hypocrisie américaine, alors que nous, en France et en Europe, ça fait 20 ans qu'on critique la Chine pour polluer la planète. Et en fait, aujourd'hui, ils nous mettent à l'amende. Ils font des champs solaires de panneaux solaires. Genre, il y a 50 km de panneaux solaires. Ils font des barrages hydrauliques tellement lourds qu'ils font incliner la planète. En fait, on est toujours pareil. On est toujours là à critiquer les autres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'adore. On trie à la maison. Ma femme fait du compost, regarde, etc. On fait des cérémonies de compost, nous, avec. Mais oui, il faut le faire. Il faut qu'à chacun, à notre, chez nous, il faut qu'on fasse toutes ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller chercher les innovations qui vont nous permettre d'accéder à ces nouvelles choses. Parce que pour revenir à l'espace, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que tous les appareils électroniques qu'on a chez nous sont testés dans l'espace. Les téléphones, pour pouvoir capter dans des zones rurales, etc., pour pouvoir faire un appel d'urgence, on va pas le tester là chez toi, Carlos, c'est à Limoges ou je sais pas où. Non, on va le tester directement proche des satellites. Donc il y a une vraie industrie du déploiement. Et peut-être que c'est pas super bien géré, même s'il y a maintenant des solutions qui permettent de nettoyer les débris. Donc ça, c'est vachement intéressant. Mais surtout, il faut se dire que l'espace nous sert de laboratoire beaucoup moins cher, malgré le prix de la fusée et de la payload, etc. C'est beaucoup moins cher que faire des salles blanches sans pression, etc. Donc on va tester la longévité des produits, etc. Donc grâce à l'espace, on a même dans le domaine des médicaments aussi, hein. Vraiment dans tout, la bouffe, tout ce que vous voulez. Donc il y a ça qu'il faut se dire. Et puis enfin, c'est Google. Google, ils font 35 milliards d'EBITDA, je crois. C'est leur argent. Et ils testent des choses. Ils vont tester, par exemple, justement les inference, donc l'AI qui va pouvoir marcher sans connexion, peut-être. Tu vois, en local. Donc, si tu veux, si un jour t'es coincé sans réseau, à quel point tu peux, quel type de modèle, de petit AI tu peux faire tourner sur un téléphone sans avoir de réseau. Ils vont tester tout un tas de choses et peut-être du militaire, etc. Donc il faut se dire que c'est un projet déjà privé, financé par une entreprise qui a les moyens. C'est pas une entreprise qui se met en difficulté, qui va emprunter à l'État pour le faire, et surtout qui nous permet, en tant que civilisation, d'avancer et peut-être découvrir des nouvelles types d'énergie, des nouvelles façons de construire des panneaux solaires. Et voilà, la demande pour l'IA, elle va pas s'arrêter demain. Donc il y a une nuance avec ce que dit Carlos, parce que Carlos a essayé de me faire passer pour un énorme écolo réactionnaire et rétrograde. Ce qui est faux. Moi, j'ai un cœur de geek et je trouve ça génial, je trouve ça fascinant ce qui est en train de se passer. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est à quel moment on est efficient, à quel moment on se dit on est responsable dans ce qu'on fait. Et pour revenir à ce que tu disais, Carlos, sur le fait d'être voté par le public, l'espace, c'est le bien commun. Et le fait de se dire qu'il y a une boîte américaine, tu le disais Angie, qui va faire ces petites expérimentations, ok, très bien, ils vont découvrir des trucs, super. Est-ce qu'ils vont reverser ça à la science, et est-ce qu'ils vont reverser ça peut-être au progrès global en disant, je sais pas, je vous donne les brevets, je vous les mets à disposition, allez, on a découvert des trucs géniaux, ça n'arrivera jamais. Et c'est ça qui me pose problème. À la différence de ce que tu disais sur les programmes publics, on va dire, ou votés par le Sénat ou par le public, on va dire par le peuple, par délégation, c'est le fait de dire que ça, c'était censé ensuite apporter du bien commun à tous. Et c'est ça qui me pose problème aujourd'hui. C'est cette privatisation du progrès, quelle qu'elle soit, et le fait de, après moi le déluge, j'ai salopé un endroit, c'est pas grave, je vais ailleurs. Et ça me pose un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont plus fortes que des États, et les États n'arrivent même plus à les réguler, tellement bien que Trump a dit, rien à foutre, allez, on enlève les régulations. Pourquoi pas? C'est une vision sauvage des choses. Mais c'est ça qui me pose dans le fond le vrai problème. Et c'est ça qui m'emmerde vraiment.
Et parce que les États sont pas capables. En fait, on voit dès que c'est les États qui font les choses, c'est soit ils font la guerre, soit ils colonisent. Ils sont même pas capables de faire Doctolib. Donc, qu'est-ce que tu veux leur demander aussi d'aller mettre des panneaux solaires dans l'espace? Ils sont même pas foutus de faire une application pour prendre un rendez-vous chez le médecin. Donc, non, mais viens, on augmente les impôts et on dit que c'est pour aller à la conquête de l'espace. Mais t'as la NASA, c'était quoi, bordel? Non, mais attends. Il y a un autre truc aussi. Et j'aimerais qu'on n'oublie pas un autre élément, très, très important. C'est la Chine dans cette histoire. C'est-à-dire que si les États-Unis ne le font pas, ok, tu laisses un boulevard à la Chine qui, elle, ne va rien à foutre et demande même pas l'autorisation de son peuple, hein, puisqu'on rappelle quand même qu'il s'agit d'une dictature, et que, en gros, l'Europe continue à se poser des questions, à savoir si il faut pas faire une cérémonie pour le compost de Charlie Perrault, et que si les États-Unis montent pas au créneau et on laisse, c'est la porte ouverte à la Chine. Donc il y a aussi cette course-là avec la Chine, et il faut bien que on ait quelqu'un en face, quoi. Ou alors à ce moment-là, on dit qu'on a perdu, quoi. Tu vois, mais moi j'ai pas envie d'avoir perdu face à la Chine, hein. Enfin perso. Et Carlos, c'est le même storytelling qu'il y a 50, 60 ans après avec la guerre froide. Hein. Ben oui, il y a les Russes en face. Il faut aller vite et il faut gagner la conquête de l'espace. Il faut aller sur la Lune les premiers parce que tu comprends. Mais ça n'a pas empêché De Gaulle d'avoir aussi l'arme nucléaire, tu vois. Et il y a une boîte chinoise d'ailleurs qui a fait un lancement comme ça. Je crois que ça s'appelle, je regarde les notes, Ada Space. Ils ont lancé des satellites au mois de mai pour faire une constellation aussi, un cloud IA spatial. Et donc, nous on l'a peut-être pas vu passer parce que on se concentre sur Google et sur les occidentaux, quoi. Et donc, en effet, c'est la reproduction de la guerre froide. Il faut aller super vite. Et je t'ai dit, les Chinois, ils attendent pas et puis ils s'en foutent de nos critiques. Ça fait 50 ans qu'on critique leur modèle et au final, ils nous mettent à l'amende à peu près partout. Donc, Bon, voilà, une émission. Charlie, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Est-ce que tu peux inviter Damien à ta prochaine cérémonie compost, hein, s'il te plaît? Bah écoute, toi, ça va pas être tout de suite, hein, c'est tous les 6 mois. Ah oui, non, d'accord. Ça se mérite, hein. Il faut attendre alors. Société de la décomposition. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, est-ce que tu peux... Ordre national du compost. Charlie, est-ce que tu peux partager des photos? Évidemment, puisque j'ai un groupe WhatsApp compost. Évidemment. S'il te plaît, envoie-moi des photos. Je vais montrer les photos aux gens. Parce que là, les gens... Mais surtout, est-ce qu'il y a des... Il y a des gens qui mettent des mauvaises choses dedans. Donc, c'est pas bien. Donc, on prend en photo, on dit, faut pas mettre ça dans le compost. Ah, d'accord. Ils jettent quoi, les gens, dedans, par exemple? Bah, des fois, ils vont mettre leur sachet de thé avec, mais pas ceux qui sont biodégradables. Et puis, avec le petit bout de carton, par exemple. Bah oui, c'est pas bien. Là, les gens font n'importe quoi. En fait, quoi. Comment veux-tu qu'on s'en sorte, quoi? Non, mais là, voilà, des sachets. Il y a des gens, ils ont mis des sachets. Là, j'ai des sachets, hein. Ouais. Voilà. Tu m'envoies la photo. Non, sincèrement, c'est intolérable. Bon, allez, rendez-vous la semaine, samedi, pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Merci de nous avoir suivis. Un épisode un peu spécial, hein. Voyez, c'est pas que des affreux libertariens dans Silicon Carnet. Je suis fier de toi, Carlos. Allez, hasta luego, amigos. Bye bye. Ciao.